Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier. Alors, nous allons aujourd'hui nous intéresser au nouveau désordre mondial. Alors, nous ferons de la politique, de l'économie et de la géopolitique. Avec qui? Avec Guillaume de Prémard. Merci Guillaume de Prémard d'être présent au plateau de Politique et Économie. Vous êtes délégué général d'Ictus. Ictus, nous en parlerons. Directeur de Permanence, la revue, l'excellente revue Permanence que vous éditez, et directeur de la rédaction même. Directeur de la rédaction de Permanence. Voilà. Et dans la vie, vous êtes consultant en communication. Absolument. Alors, nous avons une tâche d'ampleur. Nous allons sortir un petit peu de la seule dimension économique, qui est le propre de cette émission, mais nous y reviendrons par beaucoup d'aspects. Nouveau désordre mondial, vous avez publié 3 interviews passionnantes, absolument passionnantes, de 3 spécialistes. Renaud Girard, d'une part, qui nous parle de l'idéologie néoconservatrice qui a semé le désordre dans le monde, ça, on va en reparler. Journaliste pour Le Figaro. Journaliste au C'est Figaro. le chroniqueur géopolitique du Figaro et c'est quand même un routier de la chose géopolitique. C'est quand même un des meilleurs spécialistes dans le monde journalistique français. très bon gabarit. Renaud Girard, oui, c'est Édouard une Husson. pointure, comme on dit. Voilà. Second interview, Édouard Husson. Que TV Liberté a déjà reçu pour évoquer l'élection de M. Biden. Oui, mais là, nous allons nous intéresser à l'Europe centrale, enfin à l'Allemagne, à sa relation avec la France, Oui. au sein de l'Europe, au sein de l'Union européenne, parce que c'est autre chose. L'Europe n'est pas l'Union européenne. Absolument. Et puis, nous aurons une 3e partie consacrée alors aux Avec- pays de l'Est, Avec Max Erwan Gastineau et la notion d'illibéralisme. L'Europe centrale, notamment, effectivement, on parle beaucoup de la Hongrie. à l'Est du Nouveau. À l'Est du Nouveau. Voilà. Donc, nous commençons par une introduction de vous-même, qui est l'idée de refonder la géopolitique française. Il y a du travail. Il y a beaucoup de travail pour refonder la géopolitique française. Et c'est vrai que ce numéro de Permanence sur la géopolitique, pour nous, est aussi l'occasion de parler de la France. Parce que chez Permanence, on aime bien parler de la France. Et c'est la question numéro 1 pour nous, c'est que faire pour la France. Et il nous a semblé, comme nous nous adressons à un public qui est catholique, de catholiques qui s'engagent dans la vie civique, et il nous a semblé que les questions géopolitiques étaient davantage méconnues que d'autres questions Oh oui. Combien, dans le milieu catholique, où la géopolitique est connue à travers des sujets comme les chrétiens d'Orient, des choses comme celle-là, mais les aspects stratégiques, géopolitiques, la vision du monde aujourd'hui, etc., est quelque chose de plus méconnu. Donc il s'agissait pour nous de donner un éclairage sur l'état du monde, et un peu de prospective sur ce qu'il pourrait être, et aussi, à partir de cet éclairage sur l'état du monde, voir comment la France, qui n'est pas une petite nation géopolitique, historiquement, pouvait tirer son épingle du jeu et refonder sa géopolitique qui est en chute libre, il faut bien le dire, depuis maintenant bientôt 20 ans. Le dernier soubresaut d'indépendance française et de souveraineté, c'était peut-être Chirac. Oui, en 2003, en avec 2003. Villepin, à l'Assemblée des Nations Unies. Qui refuse la deuxième guerre du Golfe, pose son veto au Conseil de sécurité de l'ONU contre les États-Unis. Alors, qu'est-ce qui a provoqué cette chute libre de la diplomatie française depuis Chirac, en gros? Il y a eu une progression importante dans la diplomatie française, dans notre appareil diplomatique, d'une nouvelle génération assez acquise aux thèses du néoconservatisme américain, dont on va parler, on va le définir. Et alors que la diplomatie française, antérieurement, dire jusqu'à Mitterrand et Chirac inclus, était encore marquée par la tradition géopolitique française, issue des Capétiens, mais aussi Et westphalienne. westphalienne, etc. Voilà. Égalité des nations. Égalité des nations, et après, effectivement, gaullienne, on pourrait dire aussi. Et il y avait une culture géopolitique française, un savoir-faire très très important au niveau de la chancellerie en France, de l'appareil du Quai d'Orsay, et des ambassadeurs d'un certain niveau, etc. Et après la révolution néoconservatrice, au début des années 2000, il y a eu une sorte de
d'imprégnation de l'idéologie américaine. Plutôt, c'est que les intérêts américains sont devenus agréables, soudain, à beaucoup de nos diplomates. Et dans notre appareil diplomatique, une nouvelle génération, peut-être, a commencé à prendre du poids et du pouvoir. Et plutôt que d'avoir cette réelle politique classique, française, westphalienne, disiez-vous, nous nous sommes mis à épouser, d'une certaine manière, les thèses américaines, donc à défendre des intérêts qui n'étaient pas ceux de la France, ni ceux de l'Europe, du continent européen. Et nous nous sommes retrouvés, petit à petit, plongés dans une impasse stratégique complète qu'on a vue récemment avec l'affaire syrienne. C'était manifeste. Et c'est illustré, me semble-t-il, de façon emblématique par la phrase de M. Fabius à propos d'Al-Nosra. La branche armée d'Al-Qaïda en Syrie. Al-Nosra fait du bon boulot en Syrie. Et oui, et en suivant les néoconservateurs, néocons, comme on dit, américains, nous nous sommes laissés entraîner dans la défaite des États-Unis en Syrie. Absolument. Alors qu'on aurait pu jouer un rôle important bien sûr, en Syrie, en ayant une politique simplement d'équilibre entre les puissances en jeu, entre la Russie, la Turquie, l'Iran, les États-Unis, tous ces pays-là, en gardant notre indépendance. Je suis convaincu que la France aurait pu être à la table des discussions. Mais finalement, la France et qu'on pourrait appeler le camp occidental, euro-atlantique, s'est retrouvé complètement à l'écart. Et au bout du compte, qui règle l'affaire syrienne? Les Russes et les Turcs. Les Russes, les Turcs, les Iraniens. Les Iraniens. Voilà. Donc, alors, Guillaume de Prémard, vous évoquez justement ces néocons, les néoconservateurs. C'est quoi leur idéologie? Alors, ça, Renaud Girard explique très bien ce qu'est l'idéologie néoconservatrice américaine dans ce numéro. Déjà, pourquoi il parle de l'idéologie néoconservatrice américaine? Parce qu'il explique que c'est elle qui a fait dérailler le monde, en quelque sorte. Oui, c'est le titre de votre... L'idéologie néoconservatrice a semé le désordre dans le monde. A semé le désordre dans le monde, alors que, mais on en reparlera, un certain ordre mondial fondé sur un ordre juridique partagé avec l'ONU, un multilatéralisme était en train de se mettre en place après la chute de l'Empire soviétique. Et il dit, il y a eu tout d'un coup, aux États-Unis, ce phénomène de prise de pouvoir de l'idéologie néoconservatrice. L'idéologie néoconservatrice américaine, il l'a définie comme l'idéologie de l'exceptionnalisme américain. Et il l'a définie aussi comme une dérive d'un certain christianisme, notamment évangélique, qui fait de la nation américaine une sorte d'exception et presque un messie. C'est-à-dire que la nation américaine est investie d'une mission divine dans le monde, de faire régner le droit, l'ordre, la paix, la justice, la démocratie, etc. Et tout d'un coup, quand vous vous sentez investi d'une mission divine, bah, vous pouvez tout vous permettre. Si Dieu est avec vous, alors là, il n'y a plus aucune limite. Et ça fait dérailler l'ordre mondial, puisque le multilatéralisme a été balayé. Et le symbole, c'est la deuxième guerre du Golfe de Bush, George Bush fils. On y reviendra. Voilà, la deuxième sans guerre, le Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà, de manière illégale. Absolument. Voilà. En tout cas, au regard du droit international, l'intervention américaine est illégale. Bon, voilà, donc c'est cet exceptionnalisme américain qui est presque biblique, quoi. Oui, il est biblique, mais c'est beaucoup plus ancien en réalité. C'est le fameux Manifest Destiny qui est exprimé par les pères fondateurs, quand même. Oui. Donc c'est dans la nation américaine. Et oui, la Manifest Destiny existe depuis la fondation. Simplement, elle va s'exacerber avec les crises internationales. Mais j'aimerais qu'on revienne, puisqu'on a parlé de la deuxième guerre du Golfe, qu'on parle d'abord de la première guerre du Golfe, c'est-à-dire en 91, lorsque la France emboîte le pas des Américains, là. Oui. Et Renaud Girard nous dit, bon, c'est la décennie où les choses se passent bien du point de vue de l'ordre mondial. Permettez-moi d'être un peu sceptique. D'abord parce que, qu'allions-nous faire dans cette galère? La France, aux côtés des Américains, contre Saddam Hussein, dans une affaire qui est locale. Après tout, c'est l'invasion du Koweït. Le Koweït, c'est la 17e province. Annexée comme 17e province par l'Irak. Bon, voilà. 17e province de l'État irakien. En plus, il y a un port en eau profonde, alors que le Châtel arabe, il n'est pas en eau profonde. Bref. C'était leur affaire. On pouvait négocier, à la limite. Bon. Mais ce qui est terrible, c'est ce qui va suivre, c'est-à-dire l'effroyable embargo contre ce malheureux pays. Et ça, c'est une fabrication d'Al-Qaïda, c'est une fabrication de Daesh potentielle.
Vous me permettez de faire l'avocat un peu de Renaud Girard. Faites-vous Parce l'avocat. que, à mon avis, Oui. il faudrait lui demander, mais à mon avis, Renaud Girard, son propos n'est pas d'approuver la première guerre du Golfe. Non. Son propos est d'expliquer le contexte dans lequel elle s'est déroulée. Et il constate, et c'est vrai, que la première guerre du Golfe a été déclenchée suite à l'invasion d'un pays par un autre, donc une violation de l'ordre international, et que le déclenchement de cette guerre a été fait par une coalition internationale avec mandat du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est ça qu'il appelle multilatéralisme et ordre mondial, c'est-à-dire qu'il y a un ordre juridique partagé. Donc je ne sais pas s'il approuve cette guerre, s'il approuve le fait que la France y ait participé. En fait, il ne le juge pas, j'ai l'impression. Du moins, peut-être qu'il faudrait reprendre des articles qu'il avait écrits à l'époque. Mais il veut simplement souligner qu'à l'époque, il y a une substance quand même à l'idée d'un ordre mondial. Et il faut rappeler le contexte, qui est la chute récente de l'Empire soviétique, la perte d'influence de la Russie qui n'est plus une puissance. Oui, qui n'est plus si elle avait été une empire. puissance, il est probable qu'elle aurait empêché la guerre. On la voit mal ne pas poser son veto en situation de puissance, probablement sur la première guerre du Golfe maintenant, et puis encore moins d'ailleurs sur la guerre de Yougoslavie un peu plus tard. Mais ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, il explique qu'il y a ça, et là, ce qui va aussi dans un argument qui va dans son sens, c'est tout de même que George Bush père, à l'époque, accomplit stricto sensu, finalement, sur le moment de cette guerre, la mission du Conseil de sécurité, c'est rendre sa liberté au Koweït, et finalement, il ne pousse pas les troupes jusqu'à L'invasion de l'Irak. Il ne va pas, finalement, détruire Bagdad et chasser Saddam Hussein du pouvoir. Saddam Hussein reste au pouvoir. Il ne va pas au bout. Certains lui reprochent, déjà parmi les néoconservateurs, qui disent « Mais pourquoi vous n'allez pas au bout, Monsieur le Président ?» Lui dit « Non, nous accomplissons quand même le mandat qui nous a été donné, stricto sensu. » Ensuite, vous avez raison de souligner quand même l'effroyable embargo, parce que c'est affreux ce qui s'est passé en Irak. Mais je suis d'accord avec vous. Hein. C'est probablement plus d'1 million de morts, l'embargo en Irak. Et je me souviens, Madeleine Albright, qui fut secrétaire d'État américain, et je me souviens qu'elle avait été interviewée à la télévision et par une journaliste américaine, je ne sais plus sur quelle chaîne. C'est une séquence assez saisissante. La journaliste lui dit « Mais madame, l'embargo sur l'Irak a fait 1 million de morts. » Je ne sais plus si c'est le chiffre exact. Dont 350 000 enfants. Oui, voilà. Pensez-vous vraiment que ça en valait la peine? Et là, elle fait cette réponse étonnante, d'une froideur incroyable. Elle dit « Je pense que c'était une décision très difficile, mais nous pensons qu'il fallait la prendre. » Et elle répond uniquement ça. C'est-à-dire qu'on voit bien, la géopolitique a quelque chose d'effroyable. En fait, la vie humaine, là-dedans, en fait, ne compte pas. Mais c'était d'ailleurs la même conséquence pour la Libye d'aller taper Benghazi et d'écrouler le régime de Muammar Kadhafi, dont on connaît les conséquences aujourd'hui, qui a plongé la Libye dans le chaos. Dans le chaos, c'est exactement la même chose. Et l'Europe dans l'immigration, qui provoque un chaos aussi. Et la coalition en Libye, dont nous étions moteurs d'ailleurs, malheureusement, est allée au-delà du mandat du Conseil de sécurité, là, pour le coup. Parce que là, il y a eu accord du Conseil de sécurité. Bon, les Russes ont dit, laissons-les faire, le mandat est limité, il n'était pas question de faire tomber Kadhafi. Non. Il s'agissait de protéger les populations civiles, etc. Dans tous les cas, on se souvient que ce Kadhafi, comme Saddam Hussein, étaient des dictateurs, bien entendu. Oui. Non. Ça, c'est clair. Il fallait impitoyable. Parmi leurs ennemis, vous voyez, par exemple, dans l'embargo... Eux non plus, la vie humaine n'avait pas beaucoup d'importance pour eux. Exactement. Mais dans l'embargo, c'était alimentaire, mais même un certain nombre de produits, par exemple. Beaucoup d'enfants sont morts du choléra, sont morts de la malaria, parce que les eaux étaient empoisonnées par les égouts, parce que les égouts avaient été détruits. On avait détruit toutes les centrales électriques. Et par conséquent, ce pays ne pouvait plus faire fonctionner les machines pour épurer l'eau. Et ils ont demandé du chlore, et le chlore était sous embargo.
Oui. Toute une série de raisons qui font que certains estiment que même 500 000 enfants sont morts. J'imagine que c'était lié à l'armement chimique, cette affaire de chlore, ils ne voulaient pas que... Oui, mais bien sûr. Mais le chlore, ça permet de désinfecter l'eau. Et ça permet aussi de désinfecter l'eau. Voilà. Et, Donc, voilà. Bon, après, les affaires... Oui. Ils avaient une obsession sur les armes chimiques, effectivement. Oui. D'ailleurs, qui a conduit la Deuxième Guerre avec cette fameuse petite fiole de Colin Powell pour montrer la preuve. Oui. Je ne sais pas ce que ça contenait. Les armes de destruction massive. Alors, dans cette interview que vous avez réalisée du journaliste Renaud Girard observe l'agacement, dit-il, d'Emmanuel Macron concernant ce qu'il appelle la secte des diplomates néoconservateurs du Quai d'Orsay. Quelle est aujourd'hui l'orientation à l'international du chef de l'État français ? J'ai l'impression que la situation s'est, de ce point de vue, améliorée sous Emmanuel Macron, par rapport à la période antérieure, Fabius, en tout cas. Sarkozy, Hollande, oui. Ouais, donc Hollande, Fabius et Sarkozy. Il semble en effet qu'Emmanuel Macron, peut-être qu'il aime moins qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Bon. Et donc, lui, dire plus la France pourra bomber le torse, plus il pourra bomber le torse puisqu'il est la France, d'une certaine manière. Oui. Donc j'ai l'impression quand même qu'il essaie effectivement, en tout cas c'est ce que dit Renaud Girard, on peut l'interpréter comme ça, de réduire cette influence, d'espèce de secte néoconservatrice au sein du Quai d'Orsay. Et la politique syrienne de Macron, qui n'est sans doute pas parfaite, en tout cas est moins pitoyable. Que celle de ce pauvre Hollande. Ouais. Et sa politique russe aussi, d'ailleurs. Ouais. Qui a été pitoyable. Mais on voit quand il reçoit Poutine à Versailles, le message est très fort. Puissance et prestige français, il reçoit le tsar. Voilà. Hein, donc, prestige, puissance française, néanmoins, Renaud Girard mais sans les moyens, affirme que notre diplomatie n'est plus capable de définir l'ennemi. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on a vu, on veut dire, Al-Nosra fait du bon boulot, disait Fabius. C'est bien la preuve qu'on est incapable de définir l'ennemi prioritaire. Renaud Girard dit, dans les affaires géopolitiques, il peut y avoir plusieurs ennemis. Eh bien, il faut faire un choix. Une hiérarchie. Il faut hiérarchiser les ennemis et choisir un ennemi prioritaire. Et il dit que la diplomatie française est devenue incapable de définir l'ennemi prioritaire, puisqu'elle base sa doctrine sur ce qui n'est pas une doctrine, sur une sorte de jugement moral permanent. C'est-à-dire pas dire qu'il n'y a pas de jugement moral à avoir sur les questions géopolitiques, mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est le jugement moral qui fait la géopolitique, on n'a plus de doctrine, en fait. Et c'est pour ça que Renaud Girard appelle au retour de ce qu'il appelle la réelle politique. C'est-à-dire qu'on traite avec ceux qui sont en place. On ne dit pas forcément qu'ils sont gentils, on ne dit pas forcément qu'ils sont formidables, on ne dit même pas forcément que ce sont nos alliés. Mais ça peut être aussi un ennemi, mais on traite avec ceux qu'on a en face de nous. La réelle politique, si vous prenez la Turquie, par exemple, prendre l'exemple de la Turquie, parce que c'est très actuel, on critique beaucoup la Turquie aujourd'hui, et on comprend pourquoi. Mais si vous voulez discuter avec la Turquie, vous discutez bien avec Erdogan. Vous n'allez pas discuter avec quelqu'un d'autre. Vous n'allez pas dire « je ne veux pas discuter avec Erdogan ». Donc la réelle politique, c'est dire c'est Erdogan qui est le chef de la Turquie. Alors je vais moi-même trouver des moyens de pression et de puissance face à ça, et d'affirmation de puissance pour entrer dans un rapport de force, mais c'est bien avec lui que je vais traiter, plutôt que de partir sur des choses morales. Ce qu'avait fait Sarkozy d'ailleurs en son temps, quand même, quand il avait reçu Kadhafi à l'Élysée. Bah oui, avec les tentes. Enfin, dans les jardins de l'Élysée, il y avait des tentes, toutes les tentes de Bédouin, etc. À l'hôtel de la Mais à l'époque, ils s'entendaient bien. Oui. Oui, ils s'entendaient très bien. Ils avaient probablement des intérêts communs à l'époque. Je reviens au problème de l'ennemi. Bon, c'est une idée schmittienne, c'est Carl Schmitt qui a définir l'ennemi. Mais les Romains avaient deux termes, hostis et inimicus. Et la nuance me paraît effacée aujourd'hui. Et justement, elle serait utile pour le retour d'une géopolitique française, si on a encore des lettres latines. Oui, mais je vous laisse les expliquer alors les deux mots, parce que vous les définirez mieux que moi. En réalité, vous êtes meilleur latiniste. Il y a des ennemis, employons le terme ennemis français, qui sont, avec lesquels on peut discuter. Bon.
Et je pense que dans le cas d'Erdogan, c'est ce que fait d'ailleurs l'Allemagne, pour des raisons aussi liées au passé et aux intérêts allemands. Il faut quand même. Oui, absolument. Et puis il y a ceux qui sont radicalement hostis. Ouais. Donc là, et il faut. Voilà. Mais revenons, si vous voulez, pour conclure, parce que nous allons faire une pause, sur le problème de la première guerre du Golfe. Il dit surtout, Renaud Girard, que, bon, elle était conforme aux dispositions des Nations Unies. On a dit qu'ensuite l'embargo, voulu par les Nations Unies, approuvé par l'ONU, a été une infamie pour ce peuple. Donc on peut avoir un jugement moral aussi en géopolitique, on ne dit pas le contraire, d'ailleurs on dit que c'est une infamie, donc on en a bien. Et vous avez dit, et ce sera une façon de ménager la transition pour la deuxième partie, vous nous avez dit qu'Emmanuel Macron avait un peu plus de lucidité géopolitique vis-à-vis de la Russie et des États-Unis. En revanche, il a une dévotion pour la souveraineté européenne qui n'existe pas, qui est là éminemment sujette à caution. Ce sera la deuxième partie. La fameuse souveraineté européenne, on va en parler. Et c'est l'article d'Édouard Husson qui étudie les relations, c'est un spécialiste de l'Allemagne, entre l'Allemagne et la France, et entre ces deux pays et l'Union européenne. Absolument. Pause. Toujours en compagnie de notre invité Guillaume de Prémard, délégué général de l'association Ictus. Vous avez, Guillaume de Prémard, interviewé Édouard Husson sur la géopolitique, si elle existe, de l'Union européenne. Lui affirme que l'Union européenne ne peut pas être une puissance géopolitique. Alors pourquoi ? Elle ne l'est pas, déjà, de fait. Bon, on n'a pas une puissance politique, déjà. Avec la vraie potestas, etc. Il n'y a pas de chef des armées européennes. Donc, on essaie depuis 40 ans de faire une armée européenne, on n'y arrive pas. Voilà. Bon. Donc déjà, il n'y a pas de puissance politique ni géopolitique de fait en Europe, après, dans l'Union européenne. Mais justement, la question, c'est peut-elle le devenir, puisqu'Emmanuel Macron insiste sur le fait que l'Union européenne peut devenir une puissance géopolitique, avec ce raisonnement qui veut que, face au retour des empires, en fait, puisque c'est ce à quoi on insiste, l'empire ottoman, l'empire perse, l'empire russe, etc., la Chine, bien sûr. L'empire américain. Et l'empire américain, bah oui. Enfin, au moins l'impérialisme. L'impérialisme américain, absolument. Il dit, si l'Union européenne est une puissance géopolitique, elle va pouvoir enfin peser. Édouard Husson explique cette obsession de la souveraineté européenne parce qu'il aime beaucoup le mot souveraineté, mais il l'applique peu à la France, il l'applique effectivement à l'Union européenne. Oui. Mais Édouard Husson, sa thèse est que Emmanuel Macron transfère à l'échelle de l'Union européenne le rêve de puissance française, et face à la perte de souveraineté de la France, il rêve d'une sorte de souveraineté par procuration. Voilà, la formule est parfaite. Souveraineté par procuration. Avec cette idée, peut-être, parce qu'il faut aussi essayer de se mettre dans la tête d'Emmanuel Macron, imaginons qu'Emmanuel Macron veuille défendre les intérêts français et faire que la France ait davantage d'influence dans le monde, ce qui est peut-être le cas. Imaginons. Il peut aussi imaginer... le raisonnement n'est pas forcément stupide sur le papier. Là, je vais me faire des ennemis peut-être, mais sur le papier, c'est pas forcément stupide. J'essaie de raisonner. Des contradicteurs. Parce que je me mets à sa place. Oui. Il se dit quoi ? Peut-être qu'il se dit ça. Il se dit, si on a ce transfert effectivement de souveraineté au niveau européen, qui va peser le plus sur le plan géopolitique ? Ça va pas être l'Allemagne, qui n'a plus d'armée, qui n'a pas d'armes nucléaires, qui n'a pas de droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU, etc. Qui a une vraie armée, comme dit Édouard Husson, avec des hommes qui sont prêts à mourir. Oui, c'est ça. Ça, c'est une vraie armée, dit Édouard Husson. En Europe, il y a la France et il y a l'Angleterre. Mais l'Angleterre, elle n'est plus dans l'Union européenne. Et l'Angleterre, elle a effectivement un veto au Conseil de sécurité de l'ONU, donc membre permanent. Elle a la bombe et elle a une vraie armée. C'est-à-dire des gaillards, et pas que des hommes d'ailleurs, des femmes, des hommes et des femmes prêts à mourir. Donc, il se dit... Finalement, si l'Allemagne domine sur le plan économique, c'est incontestable. Oui. On n'arrive pas à lutter parce qu'on est enferré dans nos déficits et voilà. Donc, nous, on dominera sur ce plan-là.
Mais son calcul serait bon s'il pouvait y avoir effectivement une Europe puissance. Voilà, c'est ça. S'il y avait une Europe puissance, si elle était possible, je me dirais, mais ça s'étudie peut-être cette stratégie. Ouais. Ça s'étudie cette affaire. Si on fait une grande puissance européenne et en fait c'est nous les patrons, bah, c'est un peu comme les États-Unis, ils ont fait l'OTAN avec une puissance euro-atlantique, mais c'était eux les patrons, c'était à leur avantage. Le problème, justement, c'est que nous sommes dans l'OTAN. Et le problème, c'est qu'on est dans l'OTAN. Alors ça, c'est une limite importante. Ouais. Et puis la limite aussi du fait que la souveraineté européenne est un leurre, précisément parce que il n'y a pas de peuple européen, donc il ne peut pas y avoir de véritable potestas européenne, etc. Il n'y a pas de nation européenne. Il n'y a pas de nation, donc pas de peuple européen, pas de nation. Il y a des peuples européens. Il y a une civilisation européenne. Donc, oui, incontestablement. Il y a aussi l'histoire, Guillaume de Prémar, de la bombe atomique. Est-ce que Emmanuel Macron serait prêt justement à partager la puissance, le feu atomique avec le successeur d'Angela Merkel? À mon avis, le président français qui fera ça, j'espère qu'il n'est pas né en tout cas. Mais puisque c'est sa prérogative, le feu nucléaire, c'est la prérogative du chef de l'État français. Il y a aussi des européistes qui disent qu'il faudrait que la France partage son siège de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce qui serait une abdication pour la France d'influence, de puissance, de souveraineté. Enfin, celui qui ferait une chose pareille trahirait au sens propre, trahirait les intérêts français. Bien sûr. Celui qui partagerait aussi la puissance nucléaire trahirait les intérêts français d'une manière évidente, mais mettrait même en danger notre pays. Ce serait quelque chose de terrible. Moi, je ne sais pas, mais je vois mal Emmanuel Macron faire ça, en tout cas pas dans les 2 ans qui viennent. Là, c'est quoi, il reste combien de temps? Moins de 2 ans. Non, un an. Ouais, un peu plus d'un an. Et qui pourrait mourir pour la Commission européenne? Qui voudra mourir pour la Commission européenne? Parce que, oui... En fait, la question, c'est de savoir si une armée est prête à mourir pour quelque chose. Mais la question, c'est de savoir aussi si dans un peuple, il y a des gens qui sont prêts à mourir pour quelque chose. Et on voit bien que pour qu'une nation soit forte, c'est pas seulement une question d'instruments, c'est pas seulement une question de budget, de moyens, d'histoire diplomatique, c'est aussi, à mon avis, ça on n'en parle pas directement dans le numéro, mais c'est l'état du peuple qui compte. Ah oui. Parce que il faut aussi avoir un peuple qui aime à ce point son pays, qu'il soit prêt à faire des sacrifices et à mourir pour lui. On a des militaires très certainement qui sont dans ce cas-là, mais le peuple en général c'est plus difficile. Et quand vous voyez le retour des peuples qui ont une forte identité historique, civilisationnelle et religieuse comme les Ottomans et les Perses, je peux vous garantir que en Iran, il n'y a pas que les militaires de métier iraniens qui sont prêts à mourir. Le peuple aussi. Et en Turquie, à mon avis, c'est la même chose. Pour sortir de la question peut-être de la défense, Guillaume de Prémar, Édouard Husson affirme que l'Allemagne, elle, ne renonce pas à sa souveraineté, mais qu'elle l'exerce via les institutions européennes. Pourquoi la France n'arrive-t-elle pas à en faire autant? L'Allemagne, elle tient les choses dans sa main. Elle est en position de force. Parce que nous, ces affaires sont en ordre et les nôtres sont en désordre. D'ailleurs, Édouard Husson et Renaud Girard sont d'accord sur une chose. Ils ont dit tous les deux la même chose sans s'être concertés, puisqu'ils n'étaient pas présents au même moment lors des entretiens. Ils ont dit, pour pouvoir peser dans le monde, avoir une influence de la puissance, il faut aussi avoir de l'ordre chez soi. Voilà, exactement. Et Édouard Husson insiste aussi sur l'ordre, sur le plan économique. C'est frappant. Et finalement, on pourrait dire qu'il fait presque l'apologie des critères de Maastricht, d'une certaine manière. En tout cas, il dit... Oui. Là encore, il dit pas que c'est bien, ces critères, mais il dit « Nous les avons voulus, nous les avons imposés, et bien, puisqu'on en est là, mettons de l'ordre chez nous et respectons... » On a même convaincu les Allemands de vouloir de l'euro, alors qu'à la base, ils n'en voulaient pas forcément. Exactement. Et les intentions n'étaient pas pures. Il s'agissait de ligoter l'Allemagne. Oui, parce que... Édouard Husson dit on aurait laissé l'Allemagne se débrouiller avec l'Allemagne de l'Est, ça lui aurait coûté plus cher, ça l'aurait entravé plus longtemps, et la France ne serait pas embarquée dans l'affaire de l'euro. Oui, parce que Mitterrand était très, très marqué par la culture géopolitique française germanophobe. Oui. Ou en tout cas,
on pourrait dire, les souvenirs de méfiance vis-à-vis de la puissance allemande. Les souvenirs maurassiens. Mauriac, Voilà, j'aime Maurassien. tellement l'Allemagne. Bavilien, plutôt, on pourrait qu'il y dire. en ait deux. Il y a cette espèce de tradition bavilienne, quoi. Oui. Et Husson, lui, de ce que j'ai compris, en tout cas, il n'est pas d'accord avec cette analyse bavilienne, même. Oui. Il la remet en question. Lui, il dit qu'on exagère la petite puissance allemande, d'une certaine manière. C'est-à-dire que le mouvement naturel de l'Allemagne n'est pas forcément l'hégémonie et la puissance, comme on peut le croire, ou s'il y a une volonté de puissance, elle est contrebalancée par une sorte de tendance intérieure de l'Allemagne à se fragmenter et à se diviser. Alors ça, c'était intéressant. J'ai été étonné de ça, parce que, j'ignorais vu de complètement ça. l'extérieur, oui, Mais je sais que c'est un grand spécialiste de l'histoire Voilà. de l'Allemagne, en tout cas. on voit assez bien la cohérence économique de l'Allemagne, sa puissance, mais qu'elle puisse être fragilisée et fracturable, c'est plus étonnant. Moi, j'étais étonné, parce que moi je suis issu d'une culture plutôt bavilienne, justement, j'ai appris ça, donc Oui. voilà, qu'on a dans les familles françaises, dire on était, voilà, on a des grands-parents germanophobes, attention l'Allemagne, on entendait ça tout le temps. Mais quoi, vous savez, l'échec d'Hitler en fin de 3, le putsch d'Hitler, échoue essentiellement parce qu'il impose une vision jacobine du pouvoir allemand. Alors que et ceux qui se sont opposés à lui en 23 étaient des fédéralistes, à C'est ce l'allemand. que dit Édouard Husson, je le cite. La nation allemande tente à se diviser naturellement. Les antagonismes entre régions allemandes sont historiques. Le système politique allemand ne cesse de se morceler. Voilà. Et surtout l'Est, peut-être, avec des votes, une différence de sociologie électorale. L'Est vote mal, l'AfD s'enracine à l'Est, pour des raisons aussi économiques. Donc, sa recommandation, Édouard Husson, c'est de ne pas trop nous obséder sur cette affaire de puissance allemande, en fait. Oui. C'est plutôt de remettre de l'ordre chez nous, y compris sur le plan économique et financier, notamment sur le plan des finances publiques, Puis l'ordre public aussi. et de l'ordre public aussi, parce que il semblerait que ce soit un peu le bazar, quand même. Oui, vous avez J'ai entendu remarqué, parler de ça. vous avez- C'est de remettre de l'ordre chez nous et derrière de reprendre la main sur le plan diplomatique en favorisant à partir de l'outil Union européenne, non pas une puissance européenne à laquelle il ne croit pas, mais des alliances de nations, des nouvelles alliances face aux empires. Et notamment, pour lui, l'ennemi, puisque le danger est chinois. Il désigne la Chine. C'est quoi ce danger chinois alors Justement, selon c'est lui quoi le danger chinois? Parce qu'aujourd'hui, on voit mal la Chine nous attaquer militairement, même si elle est une puissance militaire incroyable. Ils sont toujours restés sur eux-mêmes. Oui, ils sont toujours restés. Oui, ils sont toujours restés sur eux-mêmes. Mais c'est cette sorte de domination, probablement économique et puis démographique. En tout cas, militairement, je et disais. puis, il y a Et aussi, militairement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, des rapprochements territoriaux, la Chine est quand même présente en Afrique, et là, Oui, elle arrive dans les il parle de plates-bandes l'Afrique d'ailleurs. françaises. Absolument. Donc, il y a ça qui joue, il y a la route de la soie, enfin, nouvelle route de la soie, et puis, il y a le fait aussi qu'on voit bien que la Chine se recommunise, en quelque sorte. Elle revient aux fondamentaux du parti, avec son dirigeant actuel. On enterre, en fait, le petit homme, Deng Xiaoping. Oui. Il y a un petit peu de ça Mais aujourd'hui. elle redevient davantage nationaliste aussi. C'est ça. Il y a un C'est retour lié. aussi de la question d'identité. Et un spécialiste de la Chine m'a dit récemment, j'ignorais complètement ça, que d'une certaine manière, actuellement, le Parti communiste chinois voit plutôt d'un bon œil même un certain retour d'identité religieuse autour du confucianisme. Oui. Parce que, j'ignorais complètement ça. Oui, hein. mais parce que le confucianisme n'est pas vraiment une religion, c'est Et- une morale sociale. Et du coup, ça ne les dérange pas en termes voilà, bien sûr. social. Voilà, mais, absolument. mais ça veut dire aussi que c'est intéressant de voir que les dynamiques religieuses, ou en tout cas spirituelles, comme élément d'identité, aujourd'hui dans le monde, reviennent, y compris dans la Chine matérialiste. Bon, et bien sûr, avec l'exemple de l'Iran. Et puis l'exemple évidemment de la Turquie qui redevient une puissance, pas une grande puissance mondiale, mais une puissance régionale qui compte quand même. Islamique, nationaliste. Islamique, nationaliste. Et la première armée locale. Ouais, et quand même, c'est une puissance méditerranéenne. Nous, on a aussi une puissance méditerranéenne. C'est un gros morceau quand même, la Turquie. Et on voit bien que la Turquie, c'est un pays qui sait qui il est, ce qu'il veut, où il va. Alors, on peut reprocher beaucoup de choses aux Turcs,
Mais j'aimerais bien que nous aussi, Nous Français, sachions où nous allons, qui nous ce sommes, que nous où voulons allons. et qui nous sommes. Eh oui, moi c'est ça qu'aimerais. Et c'est Je justement- ne fais pas la promotion de la Turquie ou de l'Iran, vous entendez bien. Je On dis, vous a compris. j'aimerais bien que nous aussi, nom d'une pipe, si je puis me permettre, et on retrouve qui nous sommes et où nous allons. Et puis qu'on a quand même des atouts pour une géopolitique française. Quand on est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, le droit de veto, c'est quelque chose d'important. Quand on a une puissance nucléaire, c'est important. Encore faut-il pouvoir l'utiliser, parce qu'actuellement, on a plein de difficultés diverses et variées à cause d'un budget, sur le budget de l'armée. Donc, mais en tout cas, on l'a. On a des atouts. On est une puissance méditerranéenne, il y a la francophonie, enfin, il y a plein d'atouts pour la France. C'est justement cette Turquie qui aujourd'hui fait pression sur les pays d'Europe en menaçant éventuellement de laisser passer les flux de migrants, comme on dit aujourd'hui. Justement, Édouard Husson, il dit « Sans l'immigration, nous serions plus faiblement endettés, nous serions davantage audibles en Europe ». Donc c'est justement cette relation que l'Europe, l'Union européenne devrait avoir avec Ankara. C'est quoi, si on s'aplatit ou alors on... C'est-à-dire qu'Édouard Husson, il dit que pour lui, l'immigration est un des éléments majeurs d'affaiblissement. Bien sûr. Pour nous, d'une part au niveau économique et financier, parce pour lui, le coût de l'immigration est énorme et bien supérieur à ce qui est parfois prétendu, d'une part, et d'autre part, effectivement, ça donne un levier à la Turquie. Puisque la Turquie est en quelque sorte tampon et elle est au port de l'Europe. Donc on est frontalier entre le continent européen et la Turquie. Et forcément, elle a un moyen de pression. Et comme elle est aussi présente en Libye, qu'en Libye, on a fait sauter le bouchon que tenait Kadhafi, parce qu'on lui versait de l'argent pour ça, tout simplement. On l'a fait sauter. Et ben, ça a été derrière les vannes ouvertes. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on est en partie dépendant de la Turquie sur les questions migratoires. C'est pour ça que il faut bien, à un moment, en tenir compte. Mais l'immigration, effectivement, pour Édouard Husson, est un élément majeur d'affaiblissement. Alors, nous allons faire une nouvelle pause, mais pour conclure cette réflexion sur la puissance, notamment en Europe, il faut quand même dire que les valeurs progressistes de l'Union européenne sont antithétiques de la souveraineté et de la puissance. De toute façon, ça ruine la civilisation. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il y a de la substance sur le continent européen? C'est la civilisation, il la ruine. Nous allons faire une pause et nous allons aller en Europe centrale, car nous disions tout à l'heure à l'est du nouveau. Alors, avec Guillaume de Prémard, nous allons maintenant voir comment l'Europe centrale rue dans les brancards, si je puis dire, de la norme européenne, après 10 années à peu près de conformité, si on peut dire. Max Erwan Gastineau nous montre qu'il se lève à l'Est un nouveau modèle que l'on qualifie d'illibéral. Comment peut-on définir ce modèle, Guillaume de Prémard? Alors, il en donne une définition qui est dans la revue, et qui est celle, je crois, de Viktor Orban. Il faudrait la retrouver, en tout cas. Réaffirmation de l'autorité du pouvoir politique et renforcement de la cohésion du corps social. Ils sont pour la liberté, mais dans un cadre national. Exactement. Ça, c'est la définition, je crois, que donne Viktor Orban et citée par Max Erwan Gastineau. Ça veut dire que illibéralisme, dans son sens négatif, c'est ce que désigne l'Union européenne, nos pays occidentaux, nos médias, etc., qui parlent d'illibéralisme comme un populisme, mais l'illibéralisme est une atteinte aux libertés publiques et une sorte de démocratie autoritaire. Voilà. Donc, pour eux, l'illibéralisme est une démocratie autoritaire dans laquelle, ils ne disent pas qu'il n'y a plus de démocratie, mais en tout cas, les libertés publiques sont atteintes, sont restreintes. Alors que dans la définition, on va dire, positive de l'illibéralisme, qui est la définition qu'ils donnent eux-mêmes, de ce mot, l'illibéralisme est d'abord une réaffirmation de l'État face à la fin du politique. Oui, c'est une réaction à la fin du politique quand le politique a été supplanté par le financier. Le retour du politique. Le retour du politique face au financier. Voilà. Et c'est aussi une réaffirmation culturelle et identitaire face à l'immigration, vue comme menace pour l'identité. Et on voit que c'est pour eux un élément très important. C'est à la fois cet aspect politique
et en même temps cet aspect culturel. Donc c'est une sorte de réaction politique et culturelle face à la mondialisation qui a voulu dissoudre le politique, et bien eux réaffirment le politique. Face à la mondialisation, globalisation qui a voulu que tous les peuples soient interchangeables et que toutes les identités soient interchangeables, que les identités des nations n'aient plus d'intérêt, mais ils réagissent par rapport à ça et disent non, nous avons une identité et nous entendons rester ce que nous sommes. Et donc, du coup, ils rejettent tous les ferments de décivilisation dont on parlait à la fin de la deuxième partie, justement, où tous les éléments de civilisation, par les politiques, on va dire, sociétales, tout ce délire. Le socialisme qui finit en sociétalisme. Oui, en sociétalisme, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est une décivilisation. Pour ne pas dire décadence, mais on peut peut-être dire décadence d'ailleurs, je ne sais oui, pas. Oui, faut voir décadence des mœurs, en tout cas, certainement. Et imposition des mœurs déviantes comme norme sociale. Et eux, ils réagissent à ça. Oui. Ils disent, eh bien, chez nous, c'est non. Donc, et forcément, ils rentrent en conflit avec l'Union européenne. On s'étonne de la chose, on s'étonne de la réaction des pays de l'Est, essentiellement la Pologne, la Hongrie, avec le champion, évidemment, qui est Orban. Mais en fait, des hommes avaient préparé cela. C'est Milan Kundera, c'est Václav Havel, qui avaient été les héros, finalement, de la lutte contre l'Union soviétique, la domination soviétique, mais en réalité, il préparait cet illibéralisme, parce qu'il réaffirmait l'identité de ces pays. Et c'est très frappant. Alors même que Václav Havel ne paraissait pas pour être un illibéral. Non, bien sûr. Mais non. Le printemps de Prague, je ne me trompe pas, c'est 68. Oui, absolument. Donc pendant que eux se révoltent contre le communisme, donc là on parle des Tchèques, nous on fait mai 68. Oui. Leur printemps de Prague et notre printemps sont antinomiques. Et ça, avec Max Erwan Gastineau, il explique très bien. Il dit, pendant que nous, nos pays, on faisait la libération des mœurs, etc., eux luttaient contre le communisme en réaffirmant leurs valeurs, leur identité, y compris leurs valeurs et leur identité religieuse, puisque le communisme essayait de dissoudre leur identité aussi en écrasant leurs valeurs religieuses. On l'a vu aussi en Pologne, etc. Donc il y avait une lutte contre la religion. Donc eux, forcément, ils ont défendu qui ils étaient. Donc il dit, nous n'avons pas la même histoire. Nous faisions une sorte de crise d'adolescents au cœur de notre homme glorieuse, d'adolescents bourgeois, parce que c'est une pure révolution bourgeoise, tandis que faisait une révolution populaire sur la base des valeurs traditionnelles. Et voilà. Et donc, on a une histoire différente. Et nous jugeons du haut de notre autosatisfaction, de notre déconstruction de la culture, de la civilisation et des mœurs, et en disant, mais regardez, ces méchants, ils sont pas gentils avec les LGBT, etc., etc. Donc ils sont mauvais, donc ils sont dans le camp du mal. C'est presque religieux cette affaire sociétale. Bien sûr. C'est presque religieux, le camp du mal, le camp du bien. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens. En tout cas, c'est manichéen. En tout cas, ces manichéens, ils se voient comme le grand inquisiteur des temps modernes. Hein. C'est-à-dire qu'il faut arracher le mal de l'âme de l'Europe centrale. Oui, sauf que les grands inquisiteurs se sont révélés de grands, comment dire, j'allais être insultant, mais enfin, l'affaire Olivier Duhamel est quand même exemplaire. Oui, alors oui, forcément, les inquisiteurs ne sont pas forcément eux-mêmes blancs, comme on dit. Voilà, comme on dit vulgairement, s'ils veulent monter au cocotier, il fallait qu'ils aient la culotte propre. Voilà, comme dit l'expression populaire. Il faut aller faire ce propre pour monter au cocotier. Bon, mais tout ça, ça nous donne alors une réaction qui s'appelle le pacte de Visegrad, par exemple. Que on voit très très bien comment les médias occidentaux n'arrivent pas à comprendre ce qu'est le pacte de Visegrad. C'est-à-dire une réaction. On voit bien aussi que ces pays acceptent la coopération européenne. Nul ne rejette la coopération, d'ailleurs. La coopération européenne, ils ne veulent pas du tout sortir de l'Union européenne, ces pays-là. C'est une bonne chose. Mais ce qui est scandaleux, c'est le chantage aux subventions. Oui, en fait, ils trouvent la pression financière pour essayer de faire céder ces pays. Mais ces pays, si on prend en tout cas la Pologne et la Hongrie... Ces pays de Visegrad, rappelons-le, c'est Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovaquie. Voilà, qui se référait à une très ancienne alliance qui a été réactivée lorsqu'ils sont rentrés dans l'Union européenne, mais qui a été face à l'Autriche. En fait, c'est des pays qui ont l'habitude de lutter contre les empires. Oui, Visegrad, entre l'Empire autrichien et l'Empire turc. Donc ils ont l'habitude d'être pris en étau, de résister aux empires. Donc ils ont l'habitude de s'allier contre ça. Donc quand ils voient que cette alliance de Visegrad qu'ils avaient relancée, pas forcément contre l'Union européenne, quand l'Union européenne s'est mise à leur reprocher
finalement leur politique migratoire, par exemple, eh bien là, ils l'ont réactivé encore davantage, spécifiquement sur la question de l'immigration. Mais ils ont un atout quand même. Je reviens sur l'affaire du chantage à l'argent. Oui. Hein, parce que ce sont des pays qui reçoivent beaucoup en termes de manne européenne. Hein. Je pense qu'ils sont pas contributeurs nets. Non, nous, on est absolument. contributeurs nets, c'est-à-dire qu'on donne davantage à l'Union que l'on reçoit. On reçoit moins, voilà, on reçoit que ce moins qu'on donne. Mais eux, je pense que c'est l'inverse. Absolument. C'était d'ailleurs le but de l'élargissement. De l'élargissement. Alors, lequel a, sous découvert sympathique, a quelque chose de très vicieux. C'est-à-dire qu'on achète les nouveaux candidats. Oui, on achète les entrants. On va vous donner de l'argent. Donc on arrose, quoi. Voilà. On arrose. Alors, l'atout qu'ils ont par rapport à ça, ce chantage financier, c'est qu'ils ont une économie qui est à peu près en ordre et surtout, ils n'ont pas un endettement énorme. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout le couteau sous la gorge comme les Grecs se sont fait essorer, parce que de toute façon, ils avaient le couteau sous la gorge. Mais ils se sont fait essorer par la Troïka, l'Union européenne, BCE, FMI, etc. Bon, eux, ils ne peuvent pas les essorer de la même manière, puisqu'ils n'ont pas ce point de faiblesse. C'est là qu'on voit que ne pas avoir de dette est un atout géopolitique. Et que la dette est une faiblesse, contrairement... Ou avoir une dette raisonnable, tout au moins. Oui. Contrairement à ce que tout le monde dit. La dette peut être une faiblesse sur ces questions-là. En tout cas, pour moi, c'est une faiblesse. Alors, c'est peut-être pas une faiblesse économique, puisqu'on nous dit que les taux d'intérêt sont nuls, etc., etc., mais c'est une faiblesse géopolitique. Si la Hongrie avait dépassé ses 100% de PIB en dette, peut-être qu'elle serait un peu plus fragilisée. Et j'ai demandé à Max Erwan Gastino s'il pensait que ce chantage pouvait aboutir. À son avis, non. Il pense oui, mais que ils ont non. quand même cédé, là. Hein, il pense que fondamentalement non. Ils vont pas tout céder, en tout cas, sur un chantage financier, tant du moins qu'ils ont le pouvoir, c'est-à-dire tant qu'ils gagnent des élections. On évoque justement donc l'illibéralisme, par exemple, de la Hongrie. Néanmoins, on voit que le parti du Premier ministre hongrois Orbán, le Fidesz, fait partie de la grande coalition libérale au Parlement européen du PPE, le Parti populaire européen, la grande formation libérale de droite. Donc, c'est assez contradictoire de voir un parti libéral dans une formation libérale. Oui, c'est les contradictions de l'Europe. Quel est l'intérêt pour les libéraux du PPE d'avoir des traditionalistes en leur sein, en gros ? Je ne sais pas pourquoi, mais j'imagine que c'est un parti qui... En fait, Orbán, je ne crois pas qu'il soit issu... il est issu d'un appareil politique qui existait, qui était un appareil politique de droite, libéral, conservateur. Oui, absolument, puisqu'il a un parti d'extrême droite contre lui. Oui, c'est pas... Orbán, c'est pas une sorte de leader populiste, chef populiste, qui est sorti tout d'un coup du chapeau et qui a renversé la table, hein, il me semble pas. Non, pas du tout. Donc c'est quelqu'un qui c'est comme si c'était quelqu'un qui venait chez nous de l'UMP. D'une certaine manière. Oui. Donc c'était quelqu'un qui venait un petit peu de la galaxie Soros à la base. Ah, ça j'ignore, il avait eu des liens avec Soros. Mais en tout cas, cette question-là, je ne suis pas assez connaisseur des ressorts du... C'est le parti opposant, très nationaliste. À droite d'Orbán. Mais si M. Orbán est devenu comme ça, c'est justement parce qu'il a rencontré Soros. Il a compris le jeu de Soros. Oui, il a fait campagne contre lui, etc. Donc ça n'a pas plu qu'il fasse campagne contre Soros. Mais sur le plan économique, il y a aussi une chose intéressante qu'explique Gastino, puisque c'est que les pays d'Europe centrale sont assez dépendants économiquement de l'Allemagne. C'est-à-dire que l'Allemagne, l'Union européenne, ils font la pression sur des questions comme ça, etc. Mais en fait, ils font très bien leurs affaires avec eux. Et donc, ils ont une très forte dépendance. À un moment, je lui ai dit, oui, mais attendez, Max Erwan, là, il dit qu'il faut reconfigurer les alliances et être avec eux aussi. Hein, et il faut faire quelque chose avec eux. On peut faire quelque chose avec ces pays d'Europe centrale. Je dis oui, mais enfin économiquement ils sont comme ça avec l'Allemagne. Ils sont liés. Oui. Et donc je dis pour moi ils sont perdus pour ça parce qu'ils sont déjà avec l'Allemagne. Et il m'a dit mais non mais justement. Il m'a dit qu'il y avait un mouvement et c'est ce que dit aussi l'ancien ambassadeur. Et il m'a dit que c'est l'ancien ambassadeur d'ailleurs de France en Hongrie qui le souligne, qu'il observe un mouvement chez les Hongrois par exemple, de rééquilibrer leurs alliances parce qu'ils se savent trop dépendants de l'Allemagne et que donc il y aurait une place à prendre.
il y aurait quelque chose à jouer de ce côté-là. Et la France pourrait évidemment, Oui. au moins diplomatiquement, jouer ce rôle. La France pourrait effectivement jouer ce rôle, mais encore faudrait-il, Qu'elle le veuille. et ce que dit Max Herwan-Gassino, il dit on ferait bien de récupérer quelques principes de l'illibéralisme chez nous. Oui. Souveraineté de l'État. Ouais. Et c'est en effet ce qu'il dit. L'Europe Solidité institutionnelle doit culturelle, etc., intégrer maîtrise au moins d'immigration. une partie de la critique illibérale. Oui. Et de ce point de vue-là, l'Allemagne fait beaucoup plus de réel politique avec ces pays-là qui lui sont plus ou moins opposés que la France qui tourne le dos et se drape dans son honneur pro-européen gaga. Alors que l'Allemagne n'oublie jamais les débouchés Voilà. de son industrie, parce que c'est une puissance Ça industrielle. remonte à Willy Brandt, l'Ostpolitik. Donc, c'est ancien, L'ancien très Premier ancien. ministre, l'ancien chancelier allemand, Chancelier Willy allemand, Brandt, des années 60. des années 70, oui. Avant Helmut Kohl, c'est ça. Oui, Même avant bien, encore. bien avant, oui, encore, bien oui. avant. Il y a eu Schmitt. Il y a eu Helmut Schmitt entre les deux, oui. Schmitt. Ouais. Non, c'était Willy Brandt. Alors, je crois qu'il faudrait citer, nous arrivons à la fin de cet entretien, il faudrait citer les 3 livres de vos interviewés, qui sont 3 livres intéressants. Je vais les Alors, retrouver. Max Herwan-Gassino, c'est Le nouveau procès de l'Est. Max Herwan-Gassino est rédacteur en chef des pages politiques de la revue Limite et contributeur au Figaro Vox. Édouard Husson. Pour Édouard Husson, c'est Paris-Berlin, la survie de l'Europe. Il a notamment publié Une autre Allemagne et Heydrich et la solution finale, l'organisation du génocide. Et pour notre ami Renaud Girard, quelle diplomatie pour la France, prendre les réalités telles qu'elles sont. Et maintenant, pour Guillaume de Prémat, vous allez nous reparler un petit peu de votre action au sein d'Ictus, de permanence, comment on peut se procurer cette revue. Ce numéro est tout à fait passionnant. Merci beaucoup. Alors, Merci pour vos encouragements. Non, mais Oui. ça se lit avec beaucoup de bonheur. Vous venez de changer de président ? Oui, on vient de changer de président. Thomas Schmitz vient de succéder à Bruno de Saint-Chamas. Et Bruno de Saint-Chamas fait un transfert de génération. Voilà. Non pas qu'il soit vieux, parce c'est encore un jeune retraité, Bruno de Saint-Chamas. Alors, qui est le successeur Thomas Qui est-il Schmitz, eh bien, c'est un historique, on va dire, il vient d'une famille de piliers de la rue des Renautes, qui est la famille Schmitz. Son oncle, Jean-Marie Schmitz, fut président d'Ictus, même. Et il a été parmi les jeunes d'Ictus, et surtout de la Rose Blanche, où il a monté ses camps de jeunes de formation pour des jeunes, on va dire, des jeunes professionnels, 25-35 ans. Pour la tranche 25-35 ans, c'est quelqu'un de très dynamique, très engagé, et qui a une très bonne formation philosophique, théologique, une formation aussi école de commerce, qui travaille dans les domaines plutôt financiers, pour lui, et qui était déjà administrateur d'Ictus depuis quelques années, depuis 3 ans, si je ne me trompe pas, et qui a accepté, il était vice-président en fait d'Ictus, et finalement, Bruno de Saint-Chamas a dit « Bon, j'ai fait mon temps, j'ai une association qui va bien, l'équipe opérationnelle marche bien, les finances sont en ordre. Ah ben voilà. Cette Gage de association souveraineté sait qui elle et est d'indépendance. et où elle va. » Donc il s'est dit « C'est le moment de passer la main à la nouvelle génération. » Parce qu'il tenait absolument à ce que son successeur trouve une situation bonne, saine. Et Thomas Schmitz, qui connaît cette situation puisqu'il était déjà administrateur et même vice-président, a naturellement accepté de lui succéder. C'est aussi simple que ça. Donc Bruno de Saint-Chamas aura fait 12 ans, 4 mandats de 3 ans, et il aura fait un boulot absolument incroyable pour cette maison de la rue des Renaudes, qui est une association au service de l'engagement des catholiques dans la vie civique, particulièrement par la formation, par la mise en lien des uns et des autres, l'amitié sociale, comme on dit. Je lis sous Ictus, former, relier, agir. Voilà. L'objectif, c'est que les gens agissent. Et Oui. pour ça, il faut les former et qu'ils soient reliés les uns avec les autres. Oui, mais relier a donné aussi religere, enfin vient de religere, qui a donné religion. Religion, oui. Donc là, religion, là c'est vertical, c'est pas horizontal. Là, c'est vertical, oui, N'est-ce pas ? absolument. Et c'est une association qui est une association de catholiques. Hein. C'est pas un mouvement d'église, hein, mais c'est une association de laïcs catholiques. Le siège de votre association, Et 49. oui. 49 rue des Renaudes, Paris 17e. Très bien. Et pour ceux que ça intéresse, ictus.fr. Alors, la revue Permanence, c'est une revue trimestrielle qui s'adresse justement aux catholiques qui s'intéressent aux affaires publiques et à l'engagement.
qui veulent agir. Mais Et la je revue dirais que Permanence. les non-catholiques peuvent y trouver leur miel. Oui, parce que- oui, absolument. Les non-catholiques peuvent y trouver leur miel. C'est une revue qui a pour objectif d'éclairer sur les grands enjeux contemporains, les grandes questions politiques, de donner de la visibilité sur ce qui se passe en France, dans le monde, etc. Et parce que les gens qui agissent, il faut bien qu'ils soient au courant, n'est-ce pas? Donc sur les plans anthropologie, politique, culture, 65 € par mois. ictus.fr pour s'abonner, ichtus.fr, où il y a également nos parcours de formation, que je n'ai pas le temps de détailler, je pense, c'est bien ça? Vous n'aurez pas le temps, mais il existe des parcours de formation. Oui, nous avons 8 parcours de formation, les mardis d'Ictus, donc chaque mardi, avec Martin Stephens, Fabrice Adjadj, Olivier Ray, etc. Du Alderville, bientôt. Passeur d'hommes pour dire comment on devient un humain responsable. Un parcours Jean-Paul II sur anthropologie. Oui. Donc personne et société, en fait. Hein, Ouais. voilà. Donc ça a été créé par Bruno de Saint-Chamas. Là, Chez c'est- Gustave. j'ai Alors, j'ai peut-être pas avoir le temps de le j'ai faire. C'est reconnu. Gustave Thibon. Oui, j'ai reconnu la Alors c'est photo. sympa, Gustave, parce que chez Gustave, on a un bar maintenant rue des Renaudes, et en fait les jeunes régulièrement font la soirée chez Gustave, conférence ou débat, et ils partagent dans un bar du fromage, du saucisson, de la bière et du vin rouge. Voilà, donc ça, donc ils se forment dans une très très bonne ambiance. Et là, les jeunes en sont très friands. Et puis d'autres parcours pour les lycéens, introduction aux questions politiques, écologie, éducation affective par l'art, apprendre à voir. Voilà. Eh bien, merci. Merci Guillaume de Prémar. Oui, je suis venu avec tous mes prospectus, parce que bon. Mais vous avez raison. Merci de m'avoir permis de présenter en tout cas Mais ces nous- activités. Vous avez dit qu'il fallait que les choses soient visibles et lisibles. Eh bien, vous y avez contribué par Merci. cette émission. Merci beaucoup. Merci Guillaume de Prémar, merci Pierre. Merci Olivier. Au revoir. Merci, monsieur. Chers téléspectateurs, à très bientôt.